Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver après une semaine d'absence pour cause de cas contact. Émission à nouveau masquée ce soir pour des raisons sanitaires évidentes. Et puis pour l'exemple. Alors de quoi parle-t-on ce soir? D'une proposition de loi de la majorité qui fait polémique. Elle prévoit de protéger ceux qui nous protègent, les policiers, avec toute une série de mesures. Mais elle prévoit aussi l'interdiction à certaines conditions de diffuser sur les réseaux sociaux les policiers, leur visage lors d'opérations. La défenseure des droits met en garde contre une atteinte fondamentale à la liberté d'informer. On en parle dans un instant avec nos invités et on en parlera particulièrement avec notre grand témoin ce soir. C'est lui qui porte ce texte. C'est l'un des commissaires de police les plus célèbres de France. Charlie Hebdo, l'Hypercacher, le Bataclan. Il tenait les commandes du raid durant l'année noire de 2015. Il revient avec un livre dans lequel il témoigne de son expérience avec l'ancien patron du GIGN, Jean-Michel Fauvergue, est avec nous ce soir. Enfin, on parlera aussi des conséquences économiques du reconfinement. Elles sont budgétées, rassure le gouvernement. Bruno Le Maire dégaine toute une série de nouvelles mesures de soutien, mais beaucoup d'entreprises n'auront pas les reins assez solides pour survivre à cette deuxième vague. Et c'est le scénario d'un Noël confiné qui se dessine. Décryptage dans la dernière partie de cette émission. Voilà donc pour le programme, c'est parti. Hashtag CVR pour réagir. Tout de suite, place au débat. Et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Merci d'avoir choisi LCP. Bonsoir, Jean-Michel Fauvergue. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ravi de vous accueillir du RAID à l'Assemblée. On reviendra tout à l'heure sur ce parcours singulier. Vous êtes député En Marche de Seine-et-Marne. Vous publiez avec Thierry Orozco, l'ancien patron du GIGN, GIGN RAID, deux patrons face aux nouvelles menaces. On en parlera tout à l'heure, c'est chez Mareuil Éditions. Mais on va d'abord, je le disais dans le sommaire, débattre de votre proposition de loi sur la sécurité globale. Elle arrive dans l'hémicycle la semaine prochaine, en début de semaine, et elle a été discutée toute la semaine dernière en commission. Elle fait déjà couler beaucoup d'encre, n'est-ce pas Stéphane Peu? Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes député communiste de Seine-Saint-Denis. Vous avez épluché ce texte en commission la semaine dernière. David Dufresne est avec nous également via Skype. Est-ce qu'il est là, David Dufresne? Il est là. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, réalisateur, l'auteur de nombreux films et de nombreux ouvrages sur les violences policières. Vous avez lancé sur les réseaux sociaux une pétition contre l'article 24 de ce texte. De quoi s'agit-il? On va en parler dans un tout petit instant. Enfin, j'accueille avec plaisir derrière son écran François Bersani. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes secrétaire départemental unité SGP Police FO dans les Yvelines. Et vous nous direz ce que vous pensez de cet article 24 tout de suite. De quoi s'agit-il, Stéphane? Bonsoir. Bonsoir Myriam, bonsoir à tous. Stéphane Bakowski qui va ouvrir le bal avec son billet d'actu pour démarrer ce débat, si j'ai bien compris, tout de suite. Si j'ai bien compris ce soir, explication de texte autour d'un article qui fait polémique. Alors, si j'ai bien compris, Myriam, si vous filmez une intervention de police pour ensuite diffuser les images, soit à la télé, soit sur des réseaux sociaux, eh bien bientôt, ça pourrait vous valoir jusqu'à 1 an de prison et 45 000 € d'amende. Alors, en tout cas, c'est ce que prévoit l'article 24, dont on va parler ce soir, là, qui est le 24e article de la proposition de loi sur la sécurité globale. Mais attention, pour risquer une peine aussi sévère, il faudra que les vidéos qui sont diffusées le soient faites dans l'intention de nuire à l'intégrité physique ou psychique des policiers. Alors, ça veut dire quoi précisément, l'intégrité physique ou psychique des policiers? Eh bien, justement, c'est un point de la loi qui n'est pas forcément très très clair. En tout cas, c'est ce qu'estime le défenseur des droits qui a donné un avis sur la proposition de loi et qui estime que les termes employés dans l'article 24 sont trop imprécis et que du coup, ça pourrait nuire au final à la liberté d'expression. Donc cette inquiétude est évidemment partagée par les journalistes. Quasiment toutes les rédactions ont publié aujourd'hui une tribune dans Le Monde pour demander carrément le retrait de cet article 24. Et bien sûr, ce qui inquiète les journalistes, c'est qu'on leur interdise de diffuser par exemple des vidéos de violences policières au prétexte d'une supposée intention de nuire
nuire aux policiers. Alors, est-ce qu'elle va restreindre la liberté de la presse, cette loi, cet article 24 ? Officiellement, non, elle n'est pas faite pour ça. D'ailleurs, Christophe Castaner, qui est le président du groupe En Marche, qui était l'ancien ministre de l'Intérieur, il était ce matin sur France Inter, puis il a essayé de préciser un peu les choses pour bien expliquer ce que prévoit cet article. Et selon lui, la liberté de la presse n'est absolument pas menacée. On l'écoute. Tous les médias libres et tous les Français qui voudraient filmer les forces de sécurité intérieure en intervention seront libres de le filmer, seront libres de diffuser cela, sauf s'il y a volonté de nuire à l'intégrité physique ou psychique, avec des menaces de mort par exemple, et ce ne sera pas apprécié par la police, ce sera apprécié par un magistrat. Position de Christophe Castaner. Puis il y avait Alice Toureau, qui était la rapporteuse de la proposition de loi que défend ici notre invité, qui, elle, s'est exprimée devant la commission des lois, puis elle a voulu donner des exemples. Quand on dit qu'est-ce que ça veut dire une intention malveillante, elle donne des exemples, on l'écoute. Je vais vous donner un exemple. Eh bien, ce sont des forces de l'ordre qui peuvent être reconnues, des agents qui sont reconnus, qui sont identifiables et qui sont jetés en pâture sur les réseaux sociaux avec des appels à la violence, des appels aux représailles et qui peuvent engendrer des conséquences très graves. Ça n'est pas un cas d'école. Ça veut dire que le but du texte n'est pas d'interdire aux journalistes de filmer des policiers. Alors pas du tout, Myriam. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur lui-même, qui était devant un congrès de syndicats policiers au début septembre, avait dit on n'empêchera jamais les gens de filmer. Mais le problème, c'est que le même jour, Gérald Darmanin a aussi promis, il a fait une promesse aux policiers qui étaient là, qu'il serait bientôt obligatoire de flouter les visages des policiers ou des gendarmes dans les vidéos qu'on diffuse à la télé ou sur les réseaux sociaux. Alors, il y avait des articles qui étaient parus dans la presse pour montrer ça, et donc on voyait que c'était son intention. Et pourtant, c'est pas ce qui prévoit le texte. Il n'est pas question d'interdire de flouter le visage des policiers, c'est ça ? Alors pas du tout. Non, c'est pas du tout ce qui est prévu dans la proposition de loi, mais il y a encore un problème, et le problème c'est toujours le même, c'est ce que dit Gérald Darmanin, puisqu'il n'hésite pas lui maintenant à prétendre le contraire. Il va même jusqu'à aller plus loin que l'obligation de flouter. Il était chez Bourdin la semaine dernière, il a carrément dit que sa promesse serait tenue et que la loi interdirait bientôt de diffuser carrément des images des policiers. On écoute ses propos. J'avais fait une promesse qui était celle de ne plus pouvoir diffuser les images des policiers et des gendarmes sur les réseaux sociaux. Cette promesse sera tenue puisque la loi prévoira l'interdiction de la diffusion de ces images. Alors forcément, on a un peu l'impression qu'il y a deux versions là qui se concurrencent. Alors, quelle est la bonne version ? Celle de l'ancien ministre de l'Intérieur ou celle du nouveau ministre de l'Intérieur ? Alors, si on s'en réfère au texte, enfin celle de la proposition de loi pour l'instant, c'est quand même Christophe Castaner qui est dans le vrai, donc plutôt que Darmanin. Mais simplement, on a l'impression que le ministre Darmanin, lui, essaie de jouer les Monsieur Plus, qu'il cherche à faire plaisir aux forces de l'ordre, puis surtout qu'il était un peu engagé par la promesse qu'il a faite. Donc, comme disait la grand-mère de Martine Aubry, vous savez ce qu'elle disait ? Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Donc, il y a voilà. peut-être un loup autour de ça, mais je vous pose la question à Jean-Michel Fauvergue. Alors, qui a raison, en fait ? Qui a raison ? Merci, c'est Stéphane. Castaner ou c'est Darmanin ? Castaner ou Darmanin ? On n'y comprend plus grand-chose. Jean-Michel Fauvergue. C'est clair, c'est un seul mot. Soit Castaner, soit Darmanin. Je vais vous éclairer. Je vais vous éclairer puisque vous posez des questions. En clair, vous êtes en train de me demander mon avis sur une proposition de loi. Une proposition de loi, c'est les députés qui la font, la marche, rédigée par les députés. Savoir qui c'est qui a raison de deux ministres qui appartiennent à l'exécutif, ou dont l'un appartenait à l'exécutif. Ouais, dont l'un appartenait à l'exécutif. Alors, ceux qui ont raison dans ce truc-là, ce sont les députés, parce que c'est eux qui ont écrit ça. Donc, vous êtes en train de m'interroger sur mon texte, enfin sur notre texte. Donc, notre texte dit que, je vais vous le dire parce que c'est important, ce qui sera puni d'un an d'emprisonnement, 45 000 € d'amende, c'est le fait de diffuser, pas de filmer, par quelque moyen que ce soit, et quel qu'en soit le support, dans le but qu'il soit porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique, l'image d'un visage ou tout autre élément d'identification, sauf le Rio. Ce que je comprends, c'est que Darmanin a tort. Il n'y aura pas d'obligation. La loi ne prévoit ni d'obligation de flouter, ni d'interdiction de diffuser. Je ne suis pas un arbitre de rugby et c'est pas moi non, mais simplement, monsieur le député, est-ce que Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, ne tiendra pas sa promesse avec votre texte ? Bien sûr que non. La promesse qui a été faite par, non seulement d'ailleurs par le ministre de l'Intérieur, mais aussi au niveau le plus haut de l'État, c'est de protéger ceux qui nous protègent. Et ce texte tient cette promesse-là, protéger ceux qui nous protègent. Pourquoi les protéger ? Tout ça, on s'étouffe avec ces masques. C'est terrible. Et on va essayer de tenir. Allez, on est en direct. Pourquoi les protéger ? Pourquoi les protéger ? Les protéger parce que leur rôle à eux, c'est de nous protéger nous, et parce qu'ils sont quelquefois
donnés en pâture par un certain nombre de personnes, pas les journalistes, un certain nombre de personnes qui vont les filmer, qui vont donner leur adresse, qui vont donner l'adresse de leur épouse, qui vont donner l'adresse où ils emmènent leur enfant, à quelle école ils sont, etc. Qui va dire qu'il y a atteinte psychique ou physique? C'est le magistrat, c'est le juge, c'est ça? Attendez, soyons très clairs. Moi, maintenant, je connais pas mal de journalistes. Je n'ai jamais connu un seul journaliste professionnel, un seul journaliste qui se sert des images qu'il filme pour donner l'adresse des policiers et pour dire ce policier habite ici, allez le chercher. Jamais j'ai connu de professionnels qui font ça. Par contre, on a connu, et on a des exemples là-dessus, des gens des mal intentionnés qui, dans leur rapport avec la police, filment les policiers. On a bien compris. Il faut qu'il y ait une intention malveillante. Vous défendez cette mesure, cet article 24. Bien évidemment. Vous n'avez pas l'impression qu'il existe déjà des infractions, des délits pour menace de mort, pour incitation à la haine, provocation à la violence, qui sont suffisants? Il faut aller plus loin avec cet article 24. Si on a écrit cet article-là, c'est que le droit existant n'était pas suffisant dans ce cadre-là. Et si on a écrit cet article-là, c'est parce qu'on a des exemples de terrain qui nous remontent quasiment tous les jours. Précisez-les, concrètement. En disant, non mais vous avez plusieurs exemples, je viens de vous le dire, quand on donne le 06 de la femme d'un fonctionnaire de police ou d'un gendarme, quand on dit l'endroit où ses enfants sont scolarisés... La boule au ventre des policiers de voir leurs proches menacés. Qu'est-ce que vous répondez, Stéphane Peu? Il est nécessaire cet article ou pas? D'abord, il faut protéger les policiers. Ils ne doivent pas être mis à la vindicte sur le plan personnel ou sur le plan familial, c'est bien évident. Moi, je pense qu'il y a tout ce qu'il faut dans la loi commune est déjà existante pour pouvoir y faire face. Et on peut pas ne pas entendre l'inquiétude de la presse, notamment, surtout avec ce qui s'est passé ces dernières années. Moi, je fais partie d'un député qui a fait son apprentissage de parlementaire avec la commission d'enquête Benalla. Mais qui peut dire que les images qui ont été diffusées après ce fameux 1er mai... On va les regarder, tiens, puisque vous nous en parlez. On les a préparées. Est-ce que c'était une attaque à l'intégrité psychologique de M. Benalla? On peut le penser. Il a dû vivre les semaines qui ont suivi la diffusion de ces images assez difficilement. Et quand on sait comment ça s'est fini pour lui, on pouvait comprendre qu'il s'en inquiète. Fallait-il les diffuser ou pas? Heureusement qu'elles ont été diffusées. On peut peut-être les retrouver, regardez, puisque vous nous en parlez. Vous vous souvenez, c'était le 1er mai 2018. Et cette interpellation musclée d'Alexandre Benalla, qui portait un brassard police à l'époque, qu'on signait de l'Élysée. Qui jetait des objets sur la foule. C'était un manifestant. Simplement, qu'on soit très clair. Je vais aller voir David Dufresne. David Dufresne, cette image-là d'Alexandre Benalla, avec ce texte, vous craignez qu'elle ne soit plus diffusée? David Dufresne. Oui, bonsoir. Bonsoir. Écoutez, on a bien compris au début de votre émission l'immense confusion qui règne chez les ministres et les anciens ministres. Oui, on peut dire que cette image ne serait pas diffusée telle qu'elle l'a été, et donc on n'aurait pas connu cette affaire d'État. Ça serait un juge en décidé. Ce sont des centaines. On vous écoute, ce sont des centaines d'images comme celle-ci qui ne seraient plus diffusables en réalité. Parce que on comprend bien que dans l'idée d'atteinte psychique, d'atteinte physique, etc., on est dans quelque chose d'extrêmement flou. Et moi, j'en veux pas à M. Fauvergue. Cet article-là, c'est pas le sien. Madame Toureau elle-même, qui est co-rapporteur avec vous, a lâché le morceau il y a quelques heures à BFM en expliquant que c'était le président de la République qui avait fait cette promesse aux syndicats de police. Donc, c'est pour l'intérêt des syndicats de police que vous faites ça, pas du tout pour l'intérêt du public. Et je crois qu'il faut en revenir vraiment à la base. La base, c'est la Déclaration des droits de l'homme. C'est l'article 12 des droits de l'homme qui nous dit, tout simplement, il faut le rappeler tel qu'il est, la garantie des droits de l'homme et des citoyens nécessite une force publique. Force publique, ça veut dire qu'on doit pouvoir la regarder, qu'on doit pouvoir la voir, que c'est au nom de tous et par tous qu'elle s'exerce, pas de manière anonyme.
Aujourd'hui, on voit de plus en plus de policiers qui sont cagoulés. Je ne parle pas de vos hommes, de vos anciens hommes du RAID qui le sont légalement. Je parle de tous les autres, de ceux qui font de la sécurité publique, qui font du maintien de l'ordre, qui se cagoulent. Je parle de ces policiers qui masquent leurs plaques minéralogiques. Je parle de ces journalistes qui ont été au moins à peu près environ 200 pendant les Gilets jaunes, qui ont été entravés, c'est-à-dire des objectifs visés, des téléphones matraqués, des effacements de cartes mémoire, des exigences de cartes de presse, de choses qui sont autant d'entraves à la liberté de la presse. Donc, si vous voulez, cet article 24 de votre proposition de loi, en fait, il manie deux choses. Il manie d'une part un véritable assaut sur la liberté d'informer, mais aussi la liberté de chaque citoyen de filmer, de documenter, etc. Alors après, vous nous dites, évidemment, cet argument est entendable. Évidemment, protéger les forces de l'ordre qui sont menacées. Mais pardonnez-moi, dans la loi de 1881 que vous voulez modifier, c'est écrit dans la diffamation, il y a la volonté de nuire, il y a la nuisance. Vous pouvez attaquer quelqu'un parce qu'il a une volonté de nuire. Vous pouvez attaquer quelqu'un parce qu'il il vous menace. Vous pouvez attaquer quelqu'un parce qu'il fait la provocation à la commission d'un crime ou d'un délit. Tout ça existe. On ne voit absolument pas le rapport avec le floutage des visages ou le fait d'interdire. Je vous redonnerai la parole, David Dufresne, mais j'aimerais qu'on écoute M. Barsani qui va vous répondre parce qu'il est sur le terrain. Bonsoir. Qu'est-ce que vous répondez à David Dufresne? En fait, les journalistes, par peur de poursuites judiciaires, vont peut-être s'auto-censurer. Il y a une véritable atteinte à la liberté d'informer, mais au-delà, une atteinte démocratique avec cet article 24. Alors, merci Myriam de nous donner la parole et à travers moi les policiers de ce pays, parce que, bon, répondre à M. Dufresne, il a une idéologie qui est très bien connue. Il mène un combat personnel contre les forces de l'ordre depuis plusieurs années. C'est son fonds de commerce, il fait des films anti-police, il encourage les militants gilets jaunes à des actes anti-police. Au-delà des accusations personnelles, s'il vous plaît, on essaye de ne pas tous parler en même temps. Je voudrais que vous répondiez à cette question simple. Il existe... Est-ce que monsieur est venu voir le film dont son syndicat a exigé le retrait d'une subvention? Est-ce que monsieur est venu le voir? Arrêtez de jeter l'anathème dès que des gens veulent exercer simplement un esprit critique. Je ne suis dans aucune haine, je suis critique, j'ai le droit de l'être, monsieur. Alors, monsieur Barsani, répondez à monsieur David Dufresne, il existe déjà des dispositifs dans le code pénal qui protègent les policiers. Alors c'est faux, c'est aussi ce que disait M. Peu tout à l'heure, comme quoi l'arsenal législatif existait déjà pour éviter que le visage des policiers ou des policiers soit affiché sur les réseaux sociaux. C'est faux, ça n'existe pas. Et par exemple, l'infraction dont ce que citait M. Peu, la menace de mort ne tient pas lorsqu'on affiche des photos, des images de policiers sur les réseaux sociaux. Il faut savoir quand même d'où ça vient cette idée-là. Et cette revendication-là des forces de police, ça ne vient pas d'hier. On avait déjà notre organisation avec M. Grand, le sénateur Grand, demandé il y a plusieurs mois, plusieurs années, à ce que les policiers soient floutés. Pourquoi? Parce que depuis l'attentat de Magnanville, il faut quand même pas passer non plus l'éponge sur ce fait-là. En 2016, il y a eu Magnanville, des policiers qui avaient été suivis par un terroriste qui avait été assassiné à leur domicile. Et depuis Magnanville, on a vu surgir sur les réseaux sociaux des sites, souvent des sites estampillés ACAD. Donc, je vous rappelle, tous les flics sont des bâtards, des pourris, j'en passe et des meilleurs, où certains soi-disant journalistes ou soi-disant défenseurs des droits affichaient donc des policiers filmés et essayaient de donner leur identification, leur domicile, leur plaque de voiture, etc. Droit de réponse, donc, merci. Droit de réponse, je suis obligée de faire un peu les arbitres parce que c'est compliqué quand on est à distance. Au fond, vous réclamez le floutage, mais ce n'est pas ce qui est dans le texte, Monsieur Barsani. Jean-Michel Fauvergue, Éric Ciotti a déposé une proposition de loi qui demandait à ce qu'au fond, on puisse diffuser les images des policiers en opération, mais qu'ils soient floutés. Pourquoi vous n'avez pas retenu cela?
Attendez. Au fond, ce que vous dites, c'est qu'il reprocher faut ce que j'ai pas fait. interdire, sous certaines conditions, la malveillance, la diffusion de ces images. Foutage, donc pourquoi vous ne l'avez pas accordé? Attendez, c'est la question. Moi, ce que je voudrais quand même relever, avant de répondre à des choses que je n'ai pas faites, ce que je voudrais vous dire, c'est que il y a quand même je comprends pas les arguments qui me sont déployés aujourd'hui. Vous êtes en train de dire tous les uns et les autres que ça existe déjà. Ça existe déjà dans le code pénal tel quel. Le cyberharcèlement, c'est un délit, par exemple. Et qu'il ne faut pas légiférer. Or, si ça existe déjà, pourquoi on a ce procès d'intention? Puisque ça devrait déjà exister aussi, cette atteinte insupportable à la liberté de la presse, puisque ça existe déjà. Je ne comprends pas trop là-dessus. Maintenant, nous n'avons pas demandé de droit de floutage parce que ce n'est pas ça que nous visons. Je vais vous redire encore une fois, nous voulons vous voulez dissuader, au fond, nous voulons que les journalistes la diffusion continuent de ces images. à faire leur job sans aucun problème, et ils le feront. Et ils le feront leur... Jean-Michel Fauvergue, je vais vous montrer une autre vidéo parce que c'est important, parce que c'est évidemment si vous très compliqué. Mais je voudrais mais parce que c'est très important et que je voudrais qu'on parle aussi de la question des policiers municipaux. D'accord. Vous vous souvenez, le 3 janvier 2020, un livreur, Cédric Chouviat, a fait l'objet d'une interpellation à Paris avec un plaquage ventral. On va revoir les images. Il y a eu une clé d'étranglement. Il meurt à l'hôpital dans les heures qui suivent. Vous avez forcément lu la réaction de sa fille. Sa fille explique que si la proposition de loi est votée, on n'aurait pas pu passer ces images. Faux. Et on n'aurait pas pu obtenir justice. C'est faux. Qu'est-ce que vous lui répondez? C'est faux. Tout est faux. Vous êtes en train de me sortir le cas Benalla, le cas Chouviat. Très bien, tant mieux qu'il y ait de la presse et qu'il y ait de la presse qui des citoyens qui lancent l'alerte. Tant mieux qu'il y ait des citoyens, mais ces citoyens-là, ils n'ont pas voulu, quand ils ont filmé Benalla ou quand ils ont filmé Chouviat ou d'autres, ils n'ont pas voulu faire en sorte de porter des atteintes importantes, physiques ou psychiques, aux policiers. Ils n'en voulaient pas contre les policiers physiquement, ils en voulaient contre l'action des policiers qu'ils estimaient illégales. Et ça, demain, ça sera la même chose. Donc, les exemples que vous me dites sont pas bons, faux. Ces images-là pourront continuer à être diffusées sur les réseaux sociaux. Vous êtes convaincu, Stéphane Peu? Non, mais si vous voulez, bon, je comprends l'inquiétude des policiers. Comme je comprends aussi l'inquiétude des élus. Malheureusement, je viens aujourd'hui d'avoir dans mon département un maire qui s'est fait saccager sa maison avec des croix gammées. À partir du moment où on est dans un pays où tout peut se dire et n'importe quoi, dans la plus grande des impunités, tous ceux qui exercent quelques responsabilités, que ce soit du policier à l'enseignant ou à l'élu, est exposé. Et il faut absolument légiférer et mettre un terme à cela et à ce déferlement de haine. Mais ma préoccupation, s'agissant de cette proposition de loi, moi je constate, je ne suis pas le seul, tout le monde, il y a une distance qui s'est créée entre la population et sa police. Je ne parle pas entre les délinquants et la police, parce que ça, c'est normal que les relations soient mauvaises. L'inverse serait inquiétant. Ouais. Mais je parle de la population honnête, les honnêtes gens. Qui ont envie qui parfois ont une relation plus compliquée avec la police. Et Cet article, alors, il creuse ce fossé ou pas? Moi, je pense qu'il faut à tout prix créer des conditions dans le travail des policiers, dans la relation avec la population, dans le rétablissement d'une police de proximité, qu'il faut rétablir des relations de confiance entre la population et la police. Il n'y a pas de police républicaine qui ne soit pas... Enfin, quand même, nous sommes dans un pays où la police, c'est pas la police de l'État, c'est la police du peuple, c'est la police de la République, c'est la police... Donc, si le peuple n'a pas confiance ou est trop défiant vis-à-vis de sa police, il faut recoudre le lien entre la police et les citoyens. Je voudrais qu'on avance parce que je ne pense pas que nous allons vous réconcilier sur cet article 24. On verra d'ailleurs, sur le fond, j'entends, s'il est constitutionnel ou pas, des questions juridiques se posent. L'autre grand volet du texte, et vous restez avec nous, Monsieur Barciani, Monsieur Dufresne, il concerne la police municipale. Le texte prévoit de renforcer ses moyens et ses prérogatives. Les policiers municipaux sont évidemment notablement développés en France. On l'a vu récemment d'ailleurs lors de leur intervention cruciale lors d'attentats terroristes. Nous sommes allés dans votre circonscription, Jean-Michel Fauvergue, suivre une patrouille à Roissy-en-Brie, en Seine-et-Marne. Reportage Clément Perrault.
en patrouille dans un quartier résidentiel. Ces policiers municipaux assurent une mission classique de surveillance. Là, on va descendre du véhicule et on va aller voir si... Dans le contexte de menaces terroristes, ils vérifient les alentours de la synagogue. Leur tenue et leur équipement sont pratiquement identiques à ceux de la police nationale, armes à feu incluses. On a matraque télescopique, la radio, chargeur supplémentaire, l'arme de poing. Ce qui change, c'est le domaine de compétences, plus restreint. Imaginons un individu suspect rôde autour de la synagogue, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui ? Pour l'instant, on peut faire une prise de contact avec lui. Maintenant, on ne pourra pas le contrôler son identité s'il n'y a pas d'infraction. On ne peut pas faire grand-chose à part appeler les collègues de la police nationale et leur expliquer qu'il y a un individu qui rôde. Contrôle d'identité impossible, pas d'accès direct au fichier d'immatriculation, des limites que ces policiers, souvent en première ligne, ont du mal à comprendre. On a des groupes d'individus qui n'hésitent pas maintenant à tirer, même avec des feux d'artifice ou autres, sur les fonctionnaires de police. C'est arrivé aussi pour des collègues en police municipale. Donc il nous faut maintenant une législation qui nous permette d'intervenir le mieux possible. Ici, pourtant, la police municipale s'impose clairement comme la première référence en matière de sécurité. Roissy-en-Brie n'a pas de commissariat. Dans ce commerce, les policiers municipaux viennent vérifier la bonne application des mesures sanitaires. C'était contraignant un petit peu au début, mais ça va. Vous, si demain vous avez un problème dans votre magasin, c'est eux que vous appelez ? Oui, parce qu'on a leur numéro personnel, c'est les plus réactifs, c'est les plus proches, et puis surtout qu'on les connaît. Vous ne faites pas de 17, vous faites le portable de la personne que vous connaissez à la police municipale. Ouais, j'aurais plus tendance à les appeler directement eux, puisque je les vois très régulièrement. Comme beaucoup de communes françaises, Roissy-en-Brie a massivement investi dans sa police municipale. Depuis son élection en 2015, le maire a triplé les effectifs et équipé la ville de 50 caméras de vidéosurveillance. Il y avait un besoin criant de rassurer nos populations. De moins en moins d'effectifs de police nationale sur notre territoire de Roissy-en-Brie et aussi d'ailleurs, je pense, sur le territoire francilien et en France en général. Donc un besoin, c'est une expression que les maires ont entre eux, de mettre du bleu dans nos rues pour rassurer nos habitants. Et ça permet aussi de remonter les informations auprès des autorités nationales. À Roissy-en-Brie, la police municipale représente aujourd'hui 8% du budget global de la mairie. Jean-Michel Fauvergue, les policiers municipaux qu'a interrogé Clément Perrault réclament deux choses. La possibilité de faire des contrôles d'identité et la possibilité d'accéder aux fichiers d'immatriculation des voitures. Le texte va-t-il leur donner ces droits ? Sur la possibilité de faire des contrôles d'identité, clairement non. Non. Il n'est pas prévu de upgrader ces policiers et de leur donner les qualifications nécessaires pour qu'ils accèdent au contrôle d'identité. Pourquoi ? Parce que dans l'état actuel des choses, ils n'en ont pas besoin, parce que, et je le dis tout à fait clairement, moi, à titre personnel, j'ai toujours considéré que le contrôle d'identité n'est pas l'alpha et l'oméga du travail de police. Qu'on soit clair là-dessus, mais parce que leur job, le boulot des polices municipales, c'est ce que disait Stéphane Peu tout à l'heure, c'est d'être au contact de la population, d'avoir le contact avec cette population et de garder ce contact sur la population. Si on augmentait leur qualification judiciaire, ils seraient pris par des affaires judiciaires et des procédures et ils ne seraient plus sur le terrain comme ils doivent l'être. Donc c'est non. Le but de cette loi, même si on se rend bien compte que sur le terrain, ce sont eux souvent qui font face aux pires menaces. Et on l'a vu récemment, à Conflans-Sainte-Honorine notamment. Mais bien évidemment, qu'ils fassent face aux pires menaces, c'est quelque chose d'acté. Mais ce n'est pas avec des contrôles d'identité que vous faites face aux menaces physiques en face de vous. C'est avec d'autres systèmes. Et les pouvoirs qu'on leur donne, là, ce sont des pouvoirs importants. Alors rapidement, décrivez-les. Judiciaires. C'est des pouvoirs d'amende forfaitaire qui leur sont donnés, qui leur permettent de travailler sur cette délinquance et sur cette incivilité que les gens réclament dans une ville, que les concitoyens réclament. C'est-à-dire ceux qui vont vous embêter, ceux qui font du rodéo, ceux qui font des tags, ceux qui déposent des ordures, etc. etc. Plus
comme ils sont autorisés comme tout citoyen, l'intervention, et on l'a vu dernièrement, s'il se passait quelque chose de plus grave et de plus important, par exemple à Nice, plus cette intervention-là, mais qui est évidemment occasionnelle. Constater un délit pour pouvoir contrôler l'identité de quelqu'un. Pour pouvoir le punir, avant de lui demander des papiers, puisqu'on doit remplir un papier pour une amende, on doit constater un délit, c'est ça que vous dites? Non, c'est pas du tout ça que j'ai dit. Non, comment on fait pour mettre une amende forfaitaire si on n'a pas l'identité de la personne? C'est ce qu'on appelle un relevé d'identité. C'est pas un contrôle d'identité, c'est un relevé. Un relevé. Là-dessus, non, mais c'est la nuance, elle est faite par le code pénal. On voit que de plus en plus de maires décident d'armer leur police municipale. C'est le cas à Nice, évidemment. Il y a dans ce texte un nouveau dispositif pour Paris. Ça va changer beaucoup de choses. La police municipale, qui là ne sera pas armée. Vous accompagnez ce mouvement de la majorité là-dessus? Plus de droits, plus de prérogatives? Moi, je trouve que dans la proposition de loi, autant j'ai des désaccords sur un certain nombre de choses, je pense que la proposition de loi a comme mérite d'essayer de préciser un peu qui fait quoi dans la sécurité globale. Parce qu'il y a la police nationale et la gendarmerie, il y a des polices municipales, il y a aussi beaucoup de sociétés de sécurité privées, et c'est bien de dire à un moment donné qui fait quoi, quelles sont les limites et les périmètres de chacun. Donc sur ce sujet-là, moi je vais faire... Non, et puis je ferai des propositions pour essayer d'améliorer la précision de ces missions. Mais rapidement, parce que j'aimerais qu'on fasse intervenir rapidement, mais nos invités à juste distance. Une réaction à ce que disait le maire de Roissy-en-Brie. Il a dit quand même deux choses qui finalement m'interpellent et doivent tous nous interpeller. Il dit pourquoi j'ai autant de policiers municipaux, c'est parce que j'ai constaté une disparition progressive ou une baisse progressive de la police nationale. Et deuxièmement, on dit ça fait 8% du budget de Roissy-en-Brie. Moi, ce que je ne voudrais pas, c'est que dans une république une et indivisible comme la République française, on ait de la sécurité publique à deux vitesses. Oui. Tout le monde, quelle que soit la ville où il habite, quels que soient les moyens de cette ville, doivent avoir droit à la sécurité et à la sûreté. Et on voit souvent que les polices municipales pallient au manque d'effectifs au niveau national. Moi qui suis député de la Seine-Saint-Denis, je constate qu'aujourd'hui, un officier de police judiciaire en Seine-Saint-Denis, il a 300 dossiers par officier de police judiciaire. National, et quand un officier de police judiciaire à Paris en a 80. Et donc, au nom de quoi les habitants de la Seine-Saint-Denis... les moyens de la police nationale. Oui, mais il faut faire attention. Je vais me tourner vers David Dufresne, qui trépigne. Plus de disparité. David Dufresne, rapidement, parce que le débat s'achève et il est difficile à distance, il faut bien le reconnaître, mais nous vous écoutons. Il y a cette question de la police municipale. Au-delà des questions des libertés, il y a d'autres dispositifs. Qu'est-ce que vous voulez dire aux députés qui nous écoutent ? C'est surtout aux spectateurs que je voudrais m'adresser, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que cette loi de sécurité globale qui est portée par M. Fauvergue là à l'écran, en fait c'est une pochette surprise. C'est-à-dire que le cœur, c'était la police municipale et ont été ajoutés ces dernières semaines l'utilisation massive des drones, ont été ajoutés le fameux article 24 dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire de sorte que nous avons un millefeuille législatif qui est voté en urgence alors qu'il n'y a aucun caractère d'urgence en réalité. Et ce qui montre, à mon avis, l'impréparation de la Commission. On a bien vu les débats jeudi et vendredi dernier, on verra à l'hémicycle mardi, on voit comment ça monte dans la presse de manière assez rapide. Pourquoi ? Parce qu'il y a un millefeuille, c'est quelque chose qui n'est absolument pas clair, cette loi de sécurité globale. Ce qui est clair, c'est qu'on veut faire plaisir à certains syndicats de police, on veut leur donner ce petit cadeau qui ne coûte pas cher, alors qu'en fait, on parle de télésurveillance, de surveillance par drone, de liberté publique, de liberté de la presse et de renforcement d'une police municipale qui viendrait se substituer plus ou moins à la police nationale. C'est dit, merci. Je vais donner quasiment le mot de la fin, mais je vous le donnerai à vous, Jean-Michel Fauvergue. Aux policiers qui nous écoutent, François Barsani, on vous donnerait des gages, finalement. Ce texte serait plus politique que nécessaire sur le fond. Il atteindrait les libertés. Il y a aussi, on n'en a pas parlé, l'élargissement de la surveillance par drone, dont parlait David Dufresne. On vous donne des gages avec ce texte, c'est tout ? Non, il y a des revendications légitimes des policiers nationaux, que ce soit dans les moyens qui leur sont donnés de faire respecter la sécurité publique en France et de ne pas être perturbés dans l'exercice de leur mission de protection de la population par des actes hostiles à leur égard et surtout la chasse aux policiers en toute impunité sur les réseaux sociaux. Je crois que ce projet, c'était dans ce sens-là qu'il a été fondé. Maintenant, on sait que le Conseil constitutionnel est
est très sourcilleux sur tous les textes qui sont à la limite des droits de l'homme et en tout cas des libertés individuelles. Donc si ce texte est jugé inconstitutionnel, il sera déféré devant le Conseil constitutionnel et certainement défait. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et puis la liberté de la presse, tous les jours on peut constater qu'elle existe, la liberté de la presse, puisque sur toutes les manifestations, Gilets jaunes, loi El Khomri ou à l'affaire Benalla dont vous avez parlé, on a bien eu la liberté de la presse et qui a pu communiquer ces images. Donc il n'y a pas d'inquiétude. Encore une fois, le policier, le citoyen français qui chaque jour se déplace dans la sphère publique et qui ne cause pas de délit ou de crime, il n'a pas à avoir peur d'une caméra de vidéosurveillance, d'un drone ou de la police municipale. Merci beaucoup François Barsani. On va s'arrêter là. Les arguments ont pu être échangés. Vous allez rester avec moi parce qu'on va parler un petit peu de votre livre à présent, Jean-Michel Fauvergue. Merci Stéphane Peu. Je le disais, du raid à l'Assemblée, un parcours atypique et une expérience dans la lutte antiterroriste. On en parle tout de suite. Jean-Michel Fauvergue, on va regarder votre portrait dans un instant. Mais pour répondre et terminer véritablement sur les arguments de David Dufresne, il nous dit entre les lignes que c'est Emmanuel Macron lui-même qui a tenu la plume, notamment sur ces questions qui touchent aux libertés, aux diffusions d'images. Ce texte, c'est lui qui l'a écrit en partie ? Je vais vous répondre clairement sur un certain nombre de choses et je vais faire le lien avec ce livre-là. Ce qui m'a importé tout le temps dans ma vie de policier pendant 40 ans et qui maintenant m'importe dans ma vie de député, c'est la sécurité de nos concitoyens, c'est la sécurité des Français. Ce texte est issu d'un rapport qui a duré que nous avons fait avec Alice Toureau, qui a duré 6 mois et sur lequel nous avons fait un certain nombre de propositions. Donc c'est pas un millefeuille sur lequel se rajoutent des... Ce texte a une logique claire, c'est une meilleure sécurité au service des citoyens français avec la police d'État et la gendarmerie, la police municipale, les secteurs privés de sécurité qu'on est en train de reconstruire, plus la protection de ceux qui nous protègent. Et ça, c'est dit. Allez, un super flic à l'Assemblée, c'est suffisamment rare. Jean-Michel Fauvergue, ça méritait un petit portrait signé Clément Méric, qu'on regarde ensemble. Un ancien flic qui entre en politique. 2017, en pleine campagne présidentielle, Jean-Michel Fauvergue fait partie de la poignée de candidats aux législatives qu'Emmanuel Macron présente en direct à la télévision. Alors on reconnaît Jean-Michel Fauvergue. Voilà. Il y a quelques semaines, il était patron du RAID. Ouais. S'il est député demain, il n'aura rien à envier à Éric Ciotti pour vous parler des questions de sécurité. Et rien du tout. Pour Emmanuel Macron, c'est un ralliement de poids, car le personnage impose le respect. 39 ans de carrière dans la police et un fait d'armes unanimement salué. Le 9 janvier 2015, c'est lui qui dirige l'assaut du RAID et de la BRI contre Amédi Koulibaly. Retranché dans l'hypercachère, le terroriste a déjà abattu 4 personnes. Les 26 otages sont libérés sains et saufs. C'est la plus grande fierté de l'ancien patron du RAID. Après Vincennes, il y a une énorme fierté qu'on a fêtée ensemble avec les gars, etc. Une énorme fierté de sauver des gens, de sauver des vies. C'est inimaginable de sauver des vies. Mais un autre souvenir hante Jean-Michel Fauvergue. Le Bataclan. Bataclan, c'est... Ces images, elles continuent à vous hanter. Passé par le GIPN, les stupes, la police aux frontières, Jean-Michel Fauvergue trouve au RAID l'aboutissement d'une carrière dédiée à l'action et au terrain. Le secteur a été bouclé et le site passé au peigne fin. Ce vaste coup de filet a permis l'interpellation de 4 malfaiteurs. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils étaient effectivement dangereux puisqu'on a essuyé un coup de feu. Seule ombre dans cette carrière exemplaire, le récit qu'il fera de l'assaut de l'appartement de Saint-Denis où s'étaient retranchés Abaoud et 2 complices après le Bataclan. Ils étaient dans un appartement avec des kalachnikovs, avec des grenades, avec des gilets, sans doute des gilets explosifs et ils rafalaient sur le RAID et voilà quoi. Sur place, les enquêteurs ne retrouveront pas de kalachnikov, mais un simple pistolet. Écarté du RAID en mars 2017, Jean-Michel Fauvergue reste fidèle à sa devise « Servir sans faillir » au service d'un homme, Emmanuel Macron.
Voilà, et cette expérience, vous la racontez dans ce livre GIGN Raid, coécrit avec Thierry Orozco, l'ancien patron du GIGN, 2 patrons face aux nouvelles menaces. C'est ces nouvelles menaces qui nous intéressent aujourd'hui, Jean-Michel Fauvergue. Aujourd'hui, elles ne sont plus multisites comme c'était le cas avec le Bataclan. Aujourd'hui, ce sont des individus qui passent sous les radars et qui souvent ne sont pas fichés. Est-ce qu'on est suffisamment armés ? Est-ce qu'on est suffisamment formés, nos hommes, nos unités d'élite, mais aussi, on en parlait, nos policiers sur le terrain, souvent municipaux, pour faire face à ces nouvelles menaces? Vous avez raison de dire que la menace a changé. La menace a changé dans la manière de faire les choses. On est passé, par exemple, sur le Bataclan à des attentats de réseau organisés de l'extérieur et de l'intérieur, à un terrorisme endogène. Il faut savoir que la France, comme d'autres pays européens, malheureusement, produit sur son sol des enfants à elle qui vont se retourner contre elle et qui vont devenir terroristes. Et effectivement, vous me demandez si on est suffisamment armé. Je vous dirais qu'on n'est jamais suffisamment armé pour faire face à l'ensemble de ces menaces, mais on progresse et on progresse tout le temps. Mais on ne sera jamais à l'abri d'une action qui va se décider au dernier moment, d'une action qui peut faire... Le risque zéro n'existe pas. Qui peut faire des dizaines de morts, comme on a vu à Nice. Et le député que vous êtes, est-ce qu'on est suffisamment armé juridiquement? Vous l'entendez, ce débat qui monte de l'extrême droite, d'une partie de la droite. Il faut adapter l'état de droit. Yaël Braun-Pivet, présidente de la commission des lois, dit aujourd'hui qu'il faut que le Conseil constitutionnel s'adapte. Oui. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, le Conseil constitutionnel a pris une très grande responsabilité en strafant la loi sur les sortants de prison, une très grande responsabilité. Le suivi des djihadistes, des détenus djihadistes qui sortent de prison. Tout à fait. Il faut que tous les organes qui composent cet État s'adaptent à cette menace-là et que certains ne restent pas au bord du chemin en faisant leur jurisprudence à partir de situations qui sont maintenant datées. Il faut arriver à travailler, parce qu'on doit tous autant que l'on est, on doit la protection aux Français. Merci beaucoup, Jean-Michel Fauvergue, d'être passé sur le plateau d'LCP GIGN Raid. C'est aux éditions Mareuil, à cliquer et collecter dans toutes les bonnes librairies. Que s'est-il passé ces dernières 24 heures au Palais Bourbon? C'est l'heure de retrouver la chronique de Thomas Després. Thomas qui va nous parler d'un débat qui commence à monter dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Faut-il se mettre définitivement au vote par correspondance? Pourquoi ne l'a-t-on pas déjà fait? Explication avec Thomas Després. Oui, exactement, Myriam. Un vote par correspondance, comme aux États-Unis, serait-il souhaitable en France? C'était la question du jour à l'Assemblée. Je vous raconte tout ça. Alors, on l'a vu de l'autre côté de l'Atlantique, les Américains se sont surmobilisés pour ces élections présidentielles, notamment en votant par correspondance. Du coup, ça a donné une idée à un député du Modem. Il veut réintroduire en France ce vote par correspondance. Mais pourquoi faire? On lui a posé la question. Bonjour Jean-Noël Barrot. Cette proposition, c'est vous qui la portez. Concrètement, c'est quoi ce vote par correspondance? Écoutez, c'est une proposition qui est portée de longue date par le Modem. Une proposition de loi a été déposée par les députés du groupe Modem dès le mois de juin. Et l'idée, elle est simple, c'est que l'abstention n'est pas une fatalité, qu'une grande démocratie comme la France peut traverser les crises sans avoir à mettre à l'arrêt la démocratie, et que nos concitoyens ne doivent pas avoir à choisir entre l'expression de leurs droits civiques et leur santé. C'est l'exemple américain qui vous a donné l'idée de remettre cette proposition sur le tapis? Ce qui s'est passé aux États-Unis est un des exemples, mais vous savez, en pleine crise sanitaire au printemps, en Allemagne et en Bavière en particulier, le second tour des élections municipales s'est tenu à 100% par correspondance, sans aucun problème. Alors cette proposition, elle est loin de faire l'unanimité du côté des députés. En fait, le vote par correspondance, il a déjà existé en France, mais on l'a stoppé en 1975 pour diverses raisons. Alors cette fois-ci, faut-il le remettre? On a demandé aux députés. Le vote par correspondance, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il faut au moins se poser la question. Moi, je suis député d'Amérique du Nord. On a 150 millions d'Américains qui viennent de voter. On n'a jamais eu autant d'Américains qui ont voté, et c'est en partie grâce au vote par correspondance. Comme l'a dit le président Larcher, je pense que c'est une piste qui peut être étudiée, examiné, mais sur lequel il ne peut y avoir aucun doute en matière de procédure. Et aujourd'hui, il y a encore des doutes et des incertitudes. C'est clair que le vote par correspondance, il y a un moyen de pression plus important que le vote individuel le jour du vote, c'est clair. On l'a arrêté en France il y a maintenant bien longtemps parce que c'était un objet de fraude massive. Le réintroduire pour avoir de la fraude massive, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure façon d'augmenter la participation des citoyens. Quand il y a un enjeu, les gens votent. Quand il n'y a pas d'enjeu, ils ne votent pas.
Quand ils ont l'impression que les jeux sont faits, ils ne votent pas. Quand ils ont l'impression que leur parole n'est pas entendue, ils ne votent pas. Lorsqu'ils ont l'impression que tout se décide sans eux, ils ne votent pas. Et donc, répondons d'abord à ces questions. Et puis ensuite, on peut trouver des aménagements pour faciliter les votes. Et qu'en pense le gouvernement alors? Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, c'est lui qui gère les élections, a donné son avis tout à l'heure dans l'hémicycle et il n'est pas vraiment pour. Nous ne sommes pas capables aujourd'hui d'être sûrs que ce scrutin, comme le scrutin électronique, soit entièrement incontestable, vu qu'effectivement, avec des cas de fraude peuvent être relevés. Et nous avons fait le choix de l'isoloir, de l'urne et des préaux d'école pour caricaturer. Je souhaite pour ma part qu'on puisse continuer à voter librement dans un isoloir. Voilà Myriam, et toujours à propos d'élections, notez que c'est vendredi que l'ancien président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré, remettra au Premier ministre son rapport sur la tenue ou non des élections départementales et régionales. C'est à ce moment-là que l'on devrait savoir si ces élections sont reportées ou pas. Merci Thomas. Allez, on en vient à notre décryptage. Ce soir, on va se pencher sur les conséquences économiques du reconfinement, cette deuxième vague, alors que vous le savez, les commerçants sont plus qu'inquiets pour leur avenir. La France a-t-elle les moyens d'absorber ce nouveau choc? Avant de vous présenter nos invités, les clés pour comprendre, on va voir cela tout de suite avec Elsa Mondingava. J'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Le reconfinement, quel impact sur l'économie? Ce confinement nouvelle version a évidemment moins de conséquences. Selon la Banque de France, il coûtera à l'économie française 12% de son PIB par rapport à un mois normal. Par comparaison, en avril dernier, l'économie s'était contractée de 31%. Il faut dire qu'alors elle avait été mise sous cloche. Cette fois-ci, le travail continue. Sur l'année, alors que le gouvernement prévoyait une récession à moins 10% du PIB, il l'a réévaluée à moins 11%. Quels sont les secteurs les plus touchés? Alors que l'industrie et le bâtiment étaient quasiment à l'arrêt au printemps, ces secteurs vivent un automne quasi stable. En revanche, la restauration, les commerces dits non essentiels et les loisirs sont touchés de plein fouet. Les restaurants, bars et cafés, ce sont 200 000 entreprises en France qui emploient 800 000 personnes. Leur principal syndicat dit craindre jusqu'à 30 000 fermetures, soit 200 000 emplois. Quelles aides de l'État? Fonds de solidarité, prêts garantis, décalage des charges. Au printemps comme à l'automne, l'État se dit prêt à mettre la main à la poche. Tout sera mis en œuvre pour protéger nos salariés et pour protéger nos entreprises. Quoi qu'il en coûte. Comme au printemps, le quoi qu'il en coûte, cette réponse économique parmi les plus protectrices du monde se poursuivra. Le nouveau collectif budgétaire abonde de 20 milliards d'euros supplémentaires les aides aux entreprises touchées. Plus de 3 milliards d'euros par exemple pour financer le chômage partiel. Au plus fort de la crise, près de 9 millions de salariés étaient concernés, un peu plus d'1 million en septembre. L'État dit s'attendre à une remontée en flèche du dispositif avec le nouveau confinement. Toutes ces mesures essayent de retarder d'éventuelles faillites d'entreprises, mais permettent-elles de les éviter? La crise financière de 2009 avait causé plus de 60 000 défaillances d'entreprises. Mais cette crise est d'un genre nouveau, avec autant de nouvelles vagues que de reconfinements possibles et autant de soubresauts pour l'économie française. Bonsoir Bruno Bonnel. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes député En Marche du Rhône et entrepreneur. Mathieu Plane est également avec nous. Ravi de vous retrouver. Vous êtes économiste à l'OFCE. Et par Skype, Anne-Sophie Alsif, bonsoir. Vous êtes chef économiste au BIP. C'est un cabinet de conseil en stratégie, bureau d'information de prévision économique. Vous êtes spécialiste des questions macroéconomiques et dette souveraine. 20 milliards de plus, 20 milliards de dépenses en plus, 15 plus 5 pour voir venir. Voilà donc le montant de la facture du nouveau collectif budgétaire, hein, le projet de loi de finances rectificative sur lequel vous planchez, c'est le 4e. Franchement, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites à tous ces petits patrons de PME, de commerçants, quand on entend le gouvernement dire ça va tenir, on va limiter les dégâts, c'est très difficile à croire. Il y a deux sujets différents. Le sujet, c'est est-ce qu'il y a un État au monde qui essaye de supporter autant son tissu de commerçants et de petites entreprises? Non. Ça veut dire qu'il y a un effort réel qui est fait par la nation. Est-ce que c'est suffisant pour recouvrir une activité normale, mensuelle pour chacun d'entre eux?
Pour la plupart d'entre eux, non. Il faut être bien clair. Il y aura de la casse. Il y aura de la casse, mais il y a aussi une transformation qui est en route. La Covid, c'est aussi une manière, là je parle en tant qu'entrepreneur, de se remettre en question, de réévaluer un petit peu ses stratégies. J'étais dans une boutique ouverte il n'y a pas longtemps, où on discutait, et il y avait la boutique d'à côté, c'est une boutique de jouets, donc fermée. On était en train de parler, et j'ai dit, mais est-ce que vous avez mis en place le click and connect? Il me dit, c'est cher. Non, parce que par exemple, il y a une chose que ne connaissent pas les artisans. L'aide de 500 €. Non, il y a l'aide de 500 € et il y a des prêts spécifiques BPI qui sont pour mettre en place le click and collect. Mais il faut arrêter que ces commerçants pensent que cette crise, elle est une parenthèse vers un retour à la normale. Il faut se dire c'est une transformation qui permettrait, par exemple, pour ces boutiques, de rajouter demain à leur activité traditionnelle une petite activité digitale. Mathieu Plane, on entend Bercy qui tente de rassurer en disant que la baisse ou l'arrêt de l'activité sera modéré. Au début, on nous a dit il va y avoir une reprise en V. C'est raté. On n'a pas touché le fond pour rebondir. Ensuite, on nous a dit ce sera un U. Les macroéconomistes nous disant on va toucher le fond, ça va durer et puis ça va remonter. On a l'impression de vivre un W, en zigzag. On touche le fond, on tente de remonter, on va retoucher le fond. On peut se remettre de ce genre de cycle de crise? Il va falloir se remettre. Je veux dire, on va éviter, et tout le monde souhaite, l'effondrement de l'économie, parce que derrière, c'est des conséquences sociales qui seraient terribles. Donc bien sûr que le gouvernement a un rôle clé à jouer, et on le voit, il y a quand même des dispositifs qui ont été, et pour le coup, on peut quand même le saluer, sur les dispositifs de fonds de solidarité, notamment pour les PME, on va jusqu'à 10 000 € pour ces petites boîtes, de compensation sur le chiffre d'affaires, avec une négociation possible sur les loyers. Donc là, c'est quand même une avancée réelle par rapport à ce qu'il y avait eu au printemps. On élargit le fonds de solidarité. Ce qui manquait, à mon avis, au départ, et c'est pour ça que cette deuxième lame est dure, parce que c'est sur une économie qui est très fragile, et des secteurs qui sont très fragilisés, qui sont beaucoup endettés avec des PGE. Prêts garantis par l'État. Des prêts garantis par l'État, des reports de dette fiscale qu'il va falloir à un moment rembourser, et ça va être là aussi, ça va être crucial. Mais ce que peut-être le gouvernement avait peut-être assez mal intégré, je trouve, au départ, c'est justement tous les coûts fixes qu'il y avait au-delà de la masse salariale, c'est-à-dire les loyers, les équipements que vous devez rembourser, le matériel de transport, etc. Là, le gouvernement demande notamment aux bailleurs de renoncer tout simplement à leur loyer de novembre. Ça, je crois que ça ne marchera pas, ce ne serait pas forcément très efficace. Mais par contre, sur le fonds de solidarité, les 10 000 €, ça, quand même, ça élargit quand même l'échelle des personnes concernées et le chiffre d'affaires. Il faut avoir ça en tête. C'est que là, on est sur plus de 10 milliards, 11 milliards, je crois. Alors qu'au printemps, la crise était plus sévère, il n'y avait eu que 8 milliards débloqués sur le fonds de solidarité. Donc là, c'est plus ciblé sur les commerces et les petits commerces, et l'enveloppe est plus large. Donc là, c'est plutôt quelque chose à saluer. Mais malheureusement, ça arrive quand même dans une deuxième vague qui fait très mal pour beaucoup d'entreprises qui ont déjà beaucoup de difficultés actuellement. Donc il va y avoir forcément des faillites. Anne-Sophie Alsif, on le dit, au fond, la France a un modèle social, des filets de sécurité, beaucoup de mesures de soutien. On entend les reports de remboursement de prêts, l'élargissement du fonds de solidarité. Et puis, il y a les prévisions de croissance. 8%. 8%, ça vous semble imaginable? Ou de toute façon, on ne peut rien prévoir? Alors, je pense qu'on peut prévoir et que ça peut être imaginable en fonction de comment sera le rebond. C'est ça la grande question. Par rapport, en effet, au risque d'effondrement, je pense qu'il y a deux éléments qui sont quand même très différents dans le confinement qu'on vit actuellement. C'est déjà tout ce qui est le secteur industriel. Par rapport au premier confinement, là, vous avez, comme l'idée, c'est quand même de sauvegarder l'économie, les usines, l'industrie qui continuent de fonctionner. Vous avez la Chine, je le rappelle, qu'à 2% de croissance cette année. La Chine n'est pas en récession. Ils ne subissent pas une seconde vague aussi importante que la nôtre, et donc il n'y aura pas de rupture dans les chaînes de valeur. Et pour l'industrie européenne, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'il n'y aura pas de problème d'approvisionnement, et on voit également au niveau du commerce international une reprise. Et le secteur manufacturier crée plus de valeur ajoutée. Donc ça, c'est un élément important pour justement prévoir la croissance et la reprise. Par contre, l'autre effet qui est malheureusement plus difficile, comme l'a dit notamment Mathieu, c'est vraiment le problème des PME, des petites entreprises dans les services qui ont déjà été très affectés par le premier confinement, qui sont beaucoup plus endettés, qui vont du mal à faire face malgré les nouvelles mesures. Et à mon sens, même si dans les activités, on voit beaucoup d'hétérogénéité et des baisses qui sont moins fortes que le premier confinement, moins 15 au lieu de moins de 30, à mon sens, le problème, c'est vraiment la confiance.
Parce que lors du premier confinement, il y avait un peu l'idée de dire, ça y est, on a un confinement important, c'est fini. Et on a vu vraiment un rebond de la consommation à la fin du premier confinement. Des très fortes hausses, notamment dans le commerce de détail. Or là, on est dans une mouvance où on se dit il y a un mois de confinement, puis déconfinement, puis reconfinement. Donc du coup, on n'est pas du tout, je pense, pour le consommateur, et c'est vraiment le risque, dans une idée de dire massivement, on va désépargner, sachant qu'il y a eu 100 milliards d'euros qui ont été collectés lors du premier confinement. Alors la question de la confiance, c'est que toute la relance se base là-dessus, sur la confiance du consommateur. Voilà, le plan de relance est presque d'ores et déjà un peu obsolète. La confiance, c'est aussi les politiques, les élus que vous êtes. Comment vous faites pour redonner confiance aux Français? Comment vous faites pour leur dire, au fond, continuez à consommer alors qu'on ne sait même pas si on sera épargné d'une troisième vague? Il ne faut pas leur mentir et leur dire qu'effectivement, l'hypothèse de ne pas résoudre par ce deuxième confinement totalement le virus est une hypothèse réelle. Et arrêter de dire, comme je l'entends à longueur de commentaires, on sera ensemble pour Noël, on ne sera pas ensemble pour Noël. C'est fini, Noël n'est pas sauvable. Non, on n'en sait rien. Il faut juste dire aux gens qu'on est dans cette zone d'incertitude qui fait qu'à l'heure où nous parlons, on ne saura que dans quelques semaines, probablement à la fin du mois de novembre, si on a une chance ou pas. Mais vous comprenez bien que l'incertitude favorise l'épargne, inévitablement. Non, mais attendez, elle ne favorise pas le click and collect à gogo, si je puis me permettre. Sur le plan macroéconomique, on voit une réaction tout à fait logique qui est les gens épargnent parce qu'ils ne savent pas de quoi demain sera fait, donc ils se préparent à toute éventualité. Mais ça, le politique n'y peut pas grand-chose. C'est une réaction de masse, une réaction de foule qui est connue depuis que le monde est monde. Quand les gens sont inquiets, ils achètent de l'or et de la pierre. Là, ils font de l'épargne, ils ont saturé à pratiquement tous les plans d'épargne immobilier. Mais on doit, pas leur mentir, deux, mettre en place des systèmes qui puissent, dans la mesure de ce qui est supportable sur le plan budgétaire, soutenir des entreprises en difficulté. Et il n'y a que cette équation-là qu'on peut résoudre aujourd'hui. Le supportable au niveau budgétaire, c'est toujours OK, c'est toujours bon, on continue à s'endetter, il n'y a pas le choix. C'est l'arbitrage qui va être fait dans beaucoup de pays. Y compris si on a une troisième vague, il faudra continuer à soutenir. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est la question, ça sera après. C'est-à-dire comment on règle la facture, qu'est-ce qui peut être mutualisé, qu'est-ce qui peut être de la dette BCE, qui peut être sur du très long terme. Ça va être des questions très importantes sur le règlement de la facture. Mais là, pour le moment, on est là pour sauver les meubles, quoi. C'est-à-dire faire en sorte que l'économie s'affaisse pas totalement, qu'il n'y ait pas des faillites en cascade, qu'on n'ait pas un tissu productif qui se délite complètement, qu'on n'ait pas un chômage qui explose. Donc, c'est pour ça qu'on a pas de choix. La relance, pour vous, la relance, on n'y pense plus. Oui, alors c'est trop tard. Elle est décalée complètement. On l'avait signalé quand même, cet effet-là. C'est-à-dire que dans le plan de relance, il manquait certainement l'idée de la gestion du court terme. Face à une épidémie, vous l'avez dit, l'horizon temporel, il n'est pas à 2 ou 3 ans. Il a 1 semaine, 2 semaines. On ne sait pas. Et donc, c'est par exemple comment on fait pour renforcer les fonds propres, typiquement. Effectivement, face aux faillites, c'est qu'est-ce qu'on fait sur les PGE. Donc là, c'est vraiment des mécaniques de très court terme qu'il faut être capable de mettre en place. Et vous trouvez à la OFCE que là, le gouvernement a adapté la réponse sur quelque chose de nouveau. La question, à mon avis, qui va être très très sensible, c'est la durée du confinement. Ça, vous l'avez dit, on va voir en fonction de l'évolution de l'épidémie. Mais, à mon avis, l'enjeu le plus dur, c'est sur le déconfinement. C'est-à-dire pour éviter qu'on se retrouve dans des politiques de stop and go. Et c'est comment trouver le bon équilibre, la ligne de crête, qui permet d'avoir à peu près une activité continue normale sans avoir un risque de reconfinement. Parce que les confinements, en termes de coûts économiques, sont colossaux. Donc il faut les éviter. Et c'est vrai que pour le moment, on n'a pas tellement la solution, j'ai l'impression. Éviter le stop and go, Anne-Sophie Elsif. Peut-être on peut dire un mot de ces secteurs qui, entre guillemets, profitent du Covid. Il y a quand même encore des secteurs porteurs pendant cette crise. Alors oui, il y a une très grande, les secteurs sont touchés d'une manière très différenciée. Alors bien évidemment, hébergement, restauration, elle est plus touchée, 3% de notre PIB. Donc là, vraiment des baisses en fonction de si ces commerces peuvent faire de la restauration emportée, des baisses qui seront entre 30-40%. Vous avez bien sûr tout ce qui est la construction qui sera un peu impactée parce qu'il y aura un impact de l'investissement, même si là, les chantiers ne sont pas à l'arrêt, mais ils avaient subi une forte baisse de leur activité, bien sûr, avec le premier confinement. On a tout ce qui est services aux entreprises, là, qui sont quand même des secteurs qui résistent beaucoup mieux. Là, vous avez des baisses qui sont estimées à 3-4% et qui créent aussi beaucoup de valeur ajoutée. Donc, il y a vraiment des secteurs qui sont très impactés à plus de 30%, hébergement, restauration, commerce. Et puis,
tout ce qui est plus dans le tertiaire, les services, voilà, surtout aux entreprises qui, là, s'en sortent mieux et qui seront aussi sûrement un vecteur de résilience pour la reprise et qui aussi permettront peut-être d'être un bon bouclier pour éviter les fameuses hausses d'emploi que l'on attend s'il y a beaucoup de faillites d'entreprises au dernier trimestre et au premier trimestre de l'année 2021. Merci beaucoup. Le chômage, évidemment, augmente, chômage partiel, il n'y a pas de création d'emplois, il y a plus de destruction. Vous avez exactement 10 secondes pour nous donner une raison d'espérer. Pour y conclure. La transformation, on a connu ces périodes-là. Ce sont des périodes qui ont ressemblé, par exemple, à des sorties de guerre. Et on a vu que toute l'économie s'est transformée parce que les habitudes de consommation et de vie ont changé. Merci à vous. Merci d'avoir participé à ce débat sur LCP. Je vous retrouve demain. Très belle soirée à vous.